Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la visite du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer en Polynésie. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accorder cette entrevue ici, à la résidence du Haut-Commissaire, avec Esther Cuneo. Bonsoir Esther. Bonsoir Lucille, bonsoir Monsieur le ministre, Bonsoir, madame. et bonsoir à vous tous qui nous regardez ce soir. Une interview que vous pourrez regarder en replay sur TNTV et Polynésie la première, et bien sûr sur tous les supports des deux chaînes. Nous allons aborder ce soir la question de la sécurité intérieure, des relations entre l'État et le pays, du nucléaire et de l'axe Indo-Pacifique. Première question, Monsieur le ministre. Cette semaine, vous avez annoncé les moyens qui seront déployés à l'occasion des Jeux olympiques de surf en 2024. Également la création de 2 nouvelles brigades de gendarmerie. Pas de renfort, en revanche, en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants. La Polynésie est pourtant sur la route du trafic, au cœur du Pacifique Sud, l'ice, la cocaïne. Comment lutter contre ce trafic sur un territoire qui est étendu comme l'Europe ? Bon, d'abord, merci de votre invitation et merci aux Polynésiens de l'accueil qui m'est réservé depuis 4 jours désormais. La question que vous posez, évidemment, est très importante. Je voudrais d'abord dire que la Polynésie française, c'est le territoire sans doute le plus sûr de l'ensemble des Outre-mer et de l'ensemble de la République française. C'est là où il y a le moins de délinquance qu'on appelle de voie publique, le moins de crimes, le moins d'attaques contre les personnes, le moins d'attaques contre les biens, contre les logements, contre les voitures. Et il y a 3 grands problèmes cependant, des violences intrafamiliales, des violences faites aux femmes très importantes ici en Polynésie, d'où la nouvelle brigade de gendarmerie que nous allons installer bien sûr en Polynésie qui sera spécialisée pour aider les femmes, pour lutter contre leurs agresseurs. Le deuxième sujet, c'est la sécurité routière. Beaucoup de morts sur les routes, plus qu'ailleurs. Là aussi, c'est un travail qu'on va faire avec le pays. Puis troisièmement, la drogue. La drogue avec l'ice et avec le cannabis. Alors, il y a des renforcements de moyens. C'est 20 gendarmes de plus, ces 2 brigades de gendarmerie que j'ai annoncées. C'est aussi une augmentation du nombre de policiers depuis plusieurs années ici en Polynésie. Et puis, bien sûr, que c'est des renforts de moyens contre les trafics de drogue et notamment contre l'ice. Il y a 4 chiens qui ont été formés et qui arrivent, je les ai rencontrés d'ailleurs, pour la gendarmerie nationale et pour la douane, pour lutter contre l'ice, un renfort aussi de la police aux frontières à l'aéroport, un travail que nous ferons avec les douaniers, c'est que les douaniers dépendent d'un autre ministre, celui de Bercy, pour pouvoir renforcer la lutte au sein de ce qu'on appelle l'OFAST. Ce sont des enquêteurs spécialisés que j'ai rencontrés, et partout sur le territoire national, donc sur la Polynésie, au mois de septembre, j'aurai l'occasion d'annoncer des renforts en effectifs et en moyens pour qu'évidemment en Polynésie comme ailleurs, on lutte contre la drogue. Contre le trafic de drogue et l'insécurité routière, vous proposez aussi les caméras de surveillance. À la presqu'île, vous avez d'ailleurs rappelé que les communes peuvent faire appel au financement d'État. Vous pensez que la vidéosurveillance peut régler les problèmes de trafic de drogue ou d'accidents de la route ? Bien évidemment, parce que ce qui est important lorsque l'on a des caméras de vidéosurveillance, c'est que ça aide ensuite les enquêteurs à retrouver les auteurs, à connaître les modes opératoires, et ça aide le procureur de la République, le parquet, ainsi ensuite que les juges pour avoir les preuves, pour pouvoir condamner les personnes. Vous savez, la délinquance, c'est quelque chose de pas très compliqué. C'est souvent les mêmes qui commettent des actes de délinquance. Quand on est trafiquant de drogue, on répète souvent son acte de trafic de drogue puisqu'on s'est enfermé dans la malhonnêteté plutôt que d'être honnête. Et quand on a des visages, quand on a des plaques d'immatriculation, quand on a des logements, des habitudes, on peut avoir davantage effectivement de preuves par les caméras de vidéoprotection. La Polynésie est très en retard pour le nombre de caméras de vidéoprotection, parce que la sécurité est plus forte qu'ailleurs, je l'ai dit. Pourtant, dans le cadre des Jeux Olympiques, j'ai annoncé en effet depuis plus d'1 an que les maires pouvaient, partout sur le territoire national, et bien sûr, bien évidemment sur cette île de Tahiti, récupérer de l'argent pour mettre ces caméras de vidéoprotection. On n'a eu aucun dossier encore de demander, donc je le redis, tous les maires de Polynésie, singulièrement ceux qui sont ici à Tahiti ou à Moorea, peuvent bien sûr obtenir de l'État français beaucoup d'argent pour installer ces caméras. Alors les gendarmes, les policiers et plus globalement les fonctionnaires d'État polynésiens demandent depuis plusieurs années maintenant à ce que leur retour en Polynésie soit facilité. C'est un traitement injuste, ce sont encore les mots du ministre de l'Éducation, Roni Telipaya, cette semaine. Quelles valeurs ont les CIMM, les centres d'intérêt matériels et moraux ? Mais je pense que c'est un discours qui est un peu démagogique. Vous savez, j'ai regardé pour les policiers ici en Polynésie française, plus de 95% des policiers qui sont ici en Polynésie française sont des Polynésiens. 95%. Après, bien sûr, on ne peut pas faire que tous les Polynésiens qui servent en métropole et en Outre-mer puissent revenir en Polynésie. Il faudrait qu'on crée des centaines de postes, puisqu'il y a beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers qui sont polynésiens.
On ne va pas créer un nombre de postes que pour les retours. Il n'y a pas de priorité aux Polynésiens quand ils ont essayé, même en Bien sûr que Polynésie. s'il y a une priorité, 95% des policiers qui sont ici sont polynésiens. Donc je ne vois pas ce que je peux faire de plus que de faire 95%. On peut toujours faire 100%, vous me direz. Mais vous voyez bien que ce sont, pour une partie d'entre eux, et il n'y en a pas assez, des cadres de la police nationale. Il faut encourager d'ailleurs les Polynésiens à passer des concours pour devenir officier ou commissaire de police. Moi, j'ai rencontré aussi des policiers adjoints très nombreux, entièrement polynésiens, des cadres de la République. Je suis présidé, c'est la première fois que c'est arrivé. C'est la première fois qu'un ministre de l'Intérieur vient en Polynésie, d'ailleurs en fonction. Rencontrer ces jeunes gens polynésiens, polynésiennes et polynésiens, qui vont rester bien sûr sur leur terre. Pour les gendarmes, c'est plus de 50% des gendarmes qui sont polynésiens. C'est un chiffre qui n'est atteint dans aucun autre outre-mer. Donc le procès qui est fait à l'État est un mauvais procès. Lorsqu'il y a une possibilité pour rentrer ici dans leur pays pour les Polynésiens, le ministre de l'Intérieur que je suis, bien sûr, l'autorise et l'encourage. Alors vous le dites vous-même, il n'y a pas beaucoup de Polynésiens à des postes de haut rang. Vous venez d'installer le directeur adjoint de la police nationale qui devrait à terme remplacer Mario Banner. Mario Banner qui était le premier Polynésien nommé à ce poste et puis le seul à la tête d'un service d'État. Est-ce que le retour d'un métropolitain à ce poste ne peut pas être perçu quelque part comme un retour en arrière? Non, je ne le crois pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la compétence et l'efficacité du service. On sait tous qu'il y a eu des problèmes au sein de la police nationale et le chef de la police nationale que je suis doit aussi prendre des décisions qui ne sont pas des décisions démagogiques. Quand on est chef, on doit prendre des décisions qui ne plaisent pas à la population. Et moi, je suis le chef des policiers et des gendarmes. Et mon travail, c'est que la sécurité des habitants de Papeete, notamment, puisqu'on parle de la zone police, soit ici respectée. Alors ensuite, vous avez raison. Il n'y a pas assez de Polynésiens de manière générale qui sont dans des postes à responsabilité, en Polynésie à coup sûr, mais dans tout le reste du territoire national. Et donc j'ai demandé à monsieur le haut-commissaire de pouvoir repérer les meilleurs cadres. Moi, j'ai vu beaucoup de jeunes policiers qui avaient passé le concours de policier adjoint, de pouvoir les amener vers le poste d'officier et de commissaire de police et de les nommer en Polynésie comme ailleurs. Et puis deuxièmement, pour répondre aussi à votre question, nous avons augmenté les crédits de la réserve, c'est-à-dire des civils qui peuvent rentrer dans la police ou dans la gendarmerie en plus de leur travail. D'abord, c'est un complément de rémunération et ce sont à coup sûr des Polynésiens qui sont gendarmes, qui sont policiers. Je les ai rencontrés aux Marquises, je les ai rencontrés au Tuamotu. Et nous allons augmenter, nous allons doubler le nombre de policiers, le nombre de gendarmes qui peuvent être réservistes, des Polynésiens, qui peuvent devenir gendarmes en plus de leur vie civile et qui peuvent servir et rester sur leur terre. En matière d'environnement, la Polynésie et particulièrement les Tuamotu sont exposés au changement climatique et notamment à la montée des eaux. Vous arrivez tout juste de Kaukura. Est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'éviter le risque de voir les habitants des Tuamotu devenir les premiers réfugiés climatiques de la République? Alors effectivement, le réchauffement climatique, c'est un danger imminent pour l'ensemble du monde et singulièrement pour les territoires du Pacifique. Et parmi les territoires du Pacifique, évidemment, la Polynésie française. Et donc la France va mettre énormément de moyens pour aider justement à ce qu'il n'y ait pas de réfugiés climatiques. C'est ce que je suis venu dire après le président de la République, en rappelant d'ailleurs les moyens scientifiques et les moyens financiers que nous mettons à la disposition des communes de Polynésie, nous, l'État français. Moyens scientifiques parce que j'ai vu Ifremer, j'ai vu tous ces chercheurs qui luttent contre ce réchauffement climatique. C'est par la science et par la science française qu'on arrivera, je le sais, à lutter contre ce réchauffement climatique par des process ingénieux, par des études, par de la réflexion, et on le fera en partenariat avec l'Université de Polynésie. Et puis évidemment par des moyens financiers, le fonds dit Macron, du nom du président de la République, aide, c'était le cas évidemment dans l'atoll que je viens de visiter, non seulement à avoir des abris, puisque vous aurez compris qu'il y a 17 abris, comme cet abri école que nous avons inauguré pour pouvoir lutter contre les aléas climatiques qui font beaucoup de morts, et quels que soient les endroits où sont ces abris, et puis surtout pour pouvoir passer à la transition énergétique, à la transition environnementale, et ça il faut beaucoup d'argent. C'est le cas de la demande que m'a fait le maire tout à l'heure dans cet atoll des Tuamotu. Et oui, le fonds Macron va financer sa transition énergétique, comme il le fera pour tout dossier qui seront demandés par les Polynésiens. On va parler maintenant des relations État-pays, si vous le voulez bien. Vous étiez en Nouvelle-Calédonie il y a 3 semaines environ avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a annoncé une réforme constitutionnelle pour la Nouvelle-Calédonie. La Polynésie veut prendre le train en marche. Alors peut-on imaginer que l'État accorde à la Polynésie plus de compétences, voire des compétences régaliennes? Alors il y a 2 situations très différentes. La Nouvelle-Calédonie, par 3 fois, a choisi de rester française. Il faut tirer des conséquences de ce processus institutionnel qui a duré plus de 20 ans, que le président de la République qui a été le seul à pouvoir mener jusqu'au bout, c'est lui qui a organisé 3 référendums, et l'accord dit de Nouméa,
s'arrêter au moment du 3e référendum, quelle que soit cette réponse. Il nous faut écrire donc la nouvelle page dans la Constitution de la République, avec une différence fondamentale avec la Polynésie, c'est que vous savez qu'il y a des listes électorales restreintes, arrêtées, figées en Nouvelle-Calédonie, et qu'il y a des élections dites locales, provinciales, qui doivent se tenir en mai 2024, et donc il y a une urgence à modifier la Constitution. Ce n'est pas tout à fait le même cas de la Polynésie. Il y a une demande institutionnelle de la part du nouvel exécutif élu par les Polynésiens, que nous respectons, et j'ai eu un échange extrêmement constructif avec le président Brotherson, pour qui je veux dire que l'État français sera à ses côtés, financièrement, humainement, politiquement, et qui sera à l'écoute des demandes du président Brotherson. Cette modification constitutionnelle, elle n'est pas encore tout à fait claire. Il n'y a pas eu de délibération, à ma connaissance, votée par l'Assemblée de Polynésie, mais elle sera entendue. Il appartiendra au président de la République de pouvoir écouter ces demandes. C'est aussi le cas des élus de Corse qui veulent une modification de la Constitution. C'est lui, le président, qui modifiera ou qui peut demander la modification de la Constitution. Il se trouve que dès mon arrivée à Paris, l'après-midi même, je verrai le président de la République pour lui rendre compte de mon déplacement et des demandes du président Brotherson, qui a été reçu d'ailleurs à l'Élysée. Et nous sommes à l'écoute des demandes de modification du président Brotherson, mais qui ne peuvent pas être les mêmes, évidemment, que celles de la Nouvelle-Calédonie, puisque celle de la Nouvelle-Calédonie, comme je l'ai dit, correspond à 20 ans de processus politique qui a choisi de rester française. Alors, justement, vous avez dit l'économie d'abord, l'indépendance après, à la descente de l'avion. La formule a fait réagir le leader du Tavini, qui vous reproche de vouloir reproduire un schéma calédonien avec une série d'accords qui s'éternisent. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Moi, je ne réponds pas grand-chose, dans la mesure où il y a une différence politique au sein du Tavini. Il y a des gens très divisés entre eux. Je ne suis pas là pour commenter la vie polynésienne locale. Je suis sûr qu'ils arrangeront leurs difficultés entre eux. Ce que je veux dire, c'est que ce qui compte d'abord pour les Polynésiens, c'est l'efficacité de ce que nous faisons. Est-ce qu'ils ont accès à l'école? Est-ce qu'ils ont accès à la santé? Est-ce qu'ils ont accès à l'emploi? Est-ce que la vie est moins chère? Est-ce qu'on peut lutter contre les monopoles? Est-ce qu'on peut lutter contre le réchauffement climatique? Comment on lutte contre la drogue? Comment les enfants des marquises puissent continuer à faire leurs études à Papeete? Comment Papeete ne prend pas tout le pouvoir? Comment les enfants de Papeete puissent continuer à faire leurs études s'ils le veulent en métropole? C'est ça que veulent les Polynésiens. Ce n'est pas des discussions institutionnelles, me semble-t-il, qui font plaisir aux élus, mais qui ne font pas toujours plaisir à la population. Si en revanche, le président Brotherson et son exécutif, qui a la légitimité, c'est avec lui que nous discutons, pensent et nous démontrent que c'est par des changements institutionnels qu'on sera plus efficace pour les Polynésiens, je dis chiche. Mais ce n'est pas un changement institutionnel pour plaisir de modifier la Constitution, pour le plaisir de modifier une loi organique que personne véritablement n'écoute ou ne comprend quand on fait des débats très tard le soir à Paris à l'Assemblée nationale. Ce qui compte, c'est des modifications institutionnelles qui nous permettent d'être plus efficaces ici. Si c'est le cas, si c'est ce que propose le président Brotherson, il sera écouté. Alors justement, quelle sera la position de la France lors de la 4e commission à l'ONU en octobre prochain? Est-ce que ce sera une fois encore la politique de la chaise vide? Alors d'abord, moi je veux dire que je respecte au nom du gouvernement de la République profondément l'identité, la langue, la culture ancestrale polynésienne et qu'il n'y a pas une vision jacobine de Paris. Moi je suis un élu local, je respecte toutes ces identités. Et il peut y avoir dans l'attitude de la France dans les années précédentes une forme de ce qui a pu apparaître comme un mépris, ce qui n'est pas le cas, et il faut l'entendre. Et si ça a pu blesser les Polynésiens, c'est une très mauvaise chose. Deuxièmement, je suis le seul ministre en charge du dossier à avoir défendu à l'ONU, je suis allé moi-même au C24, le dossier calédonien. Donc je n'ai pas peur d'aller aux Nations Unies et pour dire tout ce que fait la France de positif pour les territoires ultramarins et singulièrement pour Nouvelle-Calédonie. Ce n'est pas moi qui décide de la diplomatie française. C'est le président de la République. Donc, encore une fois, quand je rentrerai lundi, j'irai voir le président de la République. Je lui évoquerai mes discussions que j'ai eues avec le président Brotherson. En tant que ministre de l'Outre-mer, vous avez forcément une position sur la question. Mais comme disaient certains sportifs, les propos de vestiaire restent dans le vestiaire. C'est au président de la République de décider de la position de la France aux Nations Unies. Ce que je peux vous dire, madame, c'est que j'ai bien entendu la demande du président Brotherson qu'en octobre prochain, nous puissions discuter du dossier de la Polynésie française au C24. Et donc, je pense que l'échange que j'aurai avec le président en décidera lundi ou mardi. Je rappellerai le président Brotherson. Vous savez, il y a beaucoup de choses à dire. Si jamais je devais aller au C24 pour parler de la Polynésie française, il n'y a pas à décoloniser la Polynésie. Qui préside? Des indépendantistes, à la fois l'Assemblée et le gouvernement, qui sont les 3 députés ici, 3 indépendantistes, élus dans des façons démocratiques évidemment incontestables. Tout le monde peut dire ce qu'il souhaite. Monsieur Temaru peut m'insulter s'il le souhaite. Les gens peuvent dire du bien du gouvernement. C'est aujourd'hui les Polynésiens qui dirigent la vie polynésienne, avec des différences. Moi, j'ai entendu aussi les élus des Marquises
qui souhaitaient ne pas avoir la même position que M. Temaroux. Il faut les respecter, il ne faut pas les insulter, il faut les respecter. Donc évidemment, si nous devions aller au C24 pour parler de la Polynésie, la France pourrait dire tout le bien que l'État apporte dans ce magnifique territoire de la République. Moïtaï a invité tous les chefs d'État du Pacifique au JO. Du côté de la sécurité, on imagine que ça ne va pas être évident à gérer. Vous avez quand même salué cette idée comme une bonne nouvelle. Est-ce que ces initiatives internationales du pays, vous les encouragez? Oui, bien sûr. Monsieur Brotherson a raison de le faire. Enfin, moi, je veux le dire ici. Il a raison de faire flotter le drapeau français, le drapeau polynésien dans tout le Pacifique. C'est un magnifique joyau, sans doute le plus beau des joyaux que nous ayons, la Polynésie française, et qu'il soit fier de ce qui va se passer dans la patrie du surf lors des Jeux Olympiques l'été prochain. Ce sera une très belle diplomatie régionale pour lui et pour la Polynésie. Vous avez vu que M. Brotherson comme M. Mapou ont été invités par le président de la République. C'est très nouveau à aller avec lui en voyage au Vanuatu et aux Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est un signe de respect pour la Polynésie. Et j'ai déjà eu l'occasion de dire que personnellement, je pensais qu'il fallait que la Polynésie française puisse avoir davantage de pouvoir diplomatique, des accords commerciaux, des accords culturels dans le Pacifique, dans son environnement régional, que ça ne se décide pas à Paris, que les affaires stratégiques et militaires soient décidées par la diplomatie française, c'est tout à fait entendu, que, en revanche, le président Brotherson puisse discuter avec des représentants des îles du Pacifique, dans la Mélanésie, qui est les cousins, les frères des Polynésiens. Je trouve ça tout à fait normal et c'est un signe de respect pour les Polynésiens. Un dossier qui s'enlise depuis une douzaine d'années maintenant, c'est celui de l'aéroport international de Tahiti. L'État a lancé plusieurs appels d'offres qui font l'objet de batailles judiciaires. C'est quand même une clé pour le développement touristique de la Polynésie, ça aiguise beaucoup d'appétit. Clairement, quel est l'objectif de l'État sur ce dossier-là? Bon, d'abord, nous entendons avec le pays, puisqu'évidemment il y a une compétence très forte de transport, de vie économique. Le principe de l'autonomie, ce n'est pas que l'État français s'occupe de tout et finance tout et ne peut pas décider. Donc nous respectons évidemment les compétences du pays, mais j'ai dit au président Brotherson, que j'avais reçu à Paris quasiment le lendemain de son élection, que nous sommes tout à fait à ses côtés pour entendre le développement économique, touristique de la Polynésie française, et que nous devons à la fois avoir des gens qui sont aujourd'hui en responsabilité de l'aéroport, qui doivent faire les investissements nécessaires pour ce bel aéroport, et puis, vous l'avez dit, peut-être demain, un nouveau missionnaire. Et puis, il y a aussi l'aéroport, la desserte aéroportuaire de l'ensemble de la Polynésie, notamment des Marquises. Il y a une demande du président Brotherson et des élus des Marquises de faire un aéroport international plus grand en Marquises pour équilibrer le territoire. L'État a dit qu'il paierait une étude avec le pays pour justement savoir si c'est possible. Et avec cette étude, j'espère que nous aurons un lien particulier avec l'aéroport de Faa, en effet, pour qu'on puisse rapidement régler cette histoire qui a trop longtemps duré. L'aéroport, incontestablement, qui existe aujourd'hui à Tahiti, doit être amélioré, agrandi et respecter les normes environnementales. Concernant le nucléaire, à présent, lors de sa dernière visite officielle en 2021, le président de la République avait reconnu que la France avait, je cite, une dette envers la Polynésie. Ce qu'attendent les associations d'anciens travailleurs aujourd'hui, ce sont des excuses. Est-ce qu'il n'est pas le temps aujourd'hui d'apaiser cette page de l'histoire commune? Alors moi, je dois bien avouer qu'en 4 jours de déplacement, mais c'est vrai que je ne me suis pas rendu sur les îles les plus concernées, on ne m'a pas parlé de ce sujet. Mais je veux dire que la souffrance que vivent les Polynésiens, les familles qui ont vu des personnes disparaître, des maladies naître, est une souffrance évidemment qui me touche profondément. Et je crois que nous devons continuer avec le ministre des Armées qui est en charge du dossier, avec le centre de mémoire. Quand j'étais ministre des Comptes publics, je suis venu ici et c'est en tant que ministre que j'ai donné au président Fritsch la possibilité d'avoir ce terrain et cet immeuble pour avoir aussi un centre de mémoire, l'accompagnement que souhaitent les Polynésiens tout en regardant vers l'avenir. Alors ce n'est pas à moi de formuler encore une fois des mots qui sont ceux du président de la République, mais je veux constater avec vous que tous les engagements pris il y a 2 ans sont tenus, tous ceux du président de la République. Est-ce que vous comprenez cette attente des anciens travailleurs, qui est un peu plus humaine finalement? Moi, ce que je constate, c'est le concret. Vous savez, on dit beaucoup qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il y avait 150 dossiers qui avaient été déposés en quelques années, et je constate que ce qu'a fait le haut-commissaire avec ses équipes, le Halet Vert, composé de Polynésiens, c'est une multiplication déjà par 2 du nombre de dossiers de personnes qui touchent de l'argent et de l'accompagnement. Et ça, c'est parce que l'État français met beaucoup de moyens pour reconnaître effectivement ses fautes et reconnaître sa dette. 2, c'est la compensation qu'on doit avoir avec la caisse ici d'assurance maladie, de sécurité sociale. Le président Brotherson, dans son discours politique général, a demandé une mission de la part de l'État français. Elle sera envoyée ici. 3, est-ce qu'il y a des cancers intergénérationnels? Est-ce qu'il y a des cancers après les personnes
qui ont vécu les essais nucléaires, qui évidemment étaient un moment d'autonomie stratégique de notre pays, mais qui ont eu des conséquences très négatives pour une partie de la population. Il y a des études qui sont en ce moment faites par des Américains au Japon. Il faut que nous puissions continuer à regarder les choses. S'il y en a, il faudra prendre nos responsabilités. 4. Les gens ont-ils des compensations financières? Oui, et ils en ont, vous le savez, tous ceux qui sont reconnus comme dossiers. Il y a du porte-à-porte aujourd'hui qui est fait par les fonctionnaires de l'État français, par des Polynésiens qui travaillent ici au Saria. Et moi, je voudrais les remercier. Et nous allons suivre ce dossier. Je reviendrai en Polynésie et je reviendrai sans doute avec le ministre en charge des armées pour pouvoir évoquer aussi cette question auprès de vous. Alors malgré tout ce que vous avez cité, on a le sentiment que les démarches lancées par Macron n'ont pas vraiment complètement apaisé les esprits sur ce dossier et que les avis restent malgré tout très tranchés. Qu'est-ce que l'État peut faire de plus? Encore une fois, je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y avait de l'argent, il y avait une volonté administrative et puis il y avait une sorte de retenue entre le nombre de dossiers qui étaient déposés et puis les associations qui font un travail très important, qui sont vocales, mais elles ont raison de le faire, elles ont beaucoup d'énergie et je les respecte profondément. Et puisque vivent sans doute les gens qui sont parfois un peu éloignés, parfois un peu âgés de cette vie administrative. Et ce qu'a fait le haut-commissaire actuel, à la demande du président de la République, moi je veux vraiment le saluer, qui est d'aller vers les gens. Voilà. Et donc laissons terminer cette période d'aller vers où chaque porte est ouverte par des fonctionnaires de l'État français pour dire voilà, nous avons effectivement une dette, vous devez remplir un dossier, si vous ne savez pas le remplir, on va le remplir avec vous. Ça montre que nous ne cachons pas la poussière sous le tapis et que nous sommes prêts à regarder l'étendue des difficultés très fortes que vivent une partie de la population polynésienne. Donc d'abord, essayons de terminer, et ça sera terminé dans les prochaines semaines, prochains mois, cette période de contact. Et s'il faut faire davantage, s'il faut faire plus que la mémoire, s'il faut faire plus que les paroles du président, s'il faut faire plus que les moyens financiers, plus que la compensation à la caisse de sécurité sociale, plus que la recherche sur les cancers possibles intergénérationnels, eh bien, nous aurons l'occasion d'en reparler. Encore une fois, je pense que la souffrance des Polynésiens ne peut évidemment être ignorée par personne, et en tout cas pas par moi. Justement, le gouvernement polynésien plaide pour une indemnisation forfaitaire concernant les maladies radio-induites. Vous en aviez discuté lorsque vous étiez rencontré au mois de juin dernier à Paris. Aujourd'hui, quelle est la position clairement de l'État sur cette question-là? Mais le président Brotherson a demandé une mission que nous lui avons accordée, une mission avec des gens indépendants de l'État français qui vont venir ici. Et voilà, juste après ma venue, ils seront là au mois de septembre. Attendons les conclusions de cette mission et je reverrai le président Brotherson à Paris avant que je revienne moi-même à Papeete pour que nous décidions de la suite. La prise en charge des maladies radio-induites, elle est estimée à 100 milliards. C'est un chiffre que vous avez déjà dû entendre. Et c'est un chiffre qui émane de la CPS, mais qui est repris par le Tavini, mais que l'État ne partage pas. Pourquoi? Encore une fois, il faut objectiver. Bon, il y a eu une période de campagne électorale et d'élection. C'est normal que les choses soient un peu vives. Ensuite, il y a des questions de financement. Vous savez bien, de la sécurité sociale et du financement social ici. Il ne faudrait pas non plus que l'on puisse gonfler des chiffres pour pouvoir compenser d'autres sujets qui sont ceux de l'autonomie, de discussion budgétaire et fiscale qui n'appartient pas de commenter ici en Polynésie française. Donc je pense que la méthode proposée par le président Brotherson est la bonne, une fois ces élections passées. Objectivons combien de personnes, qu'est-ce que scientifiquement il est tout à fait constaté, comment on doit compenser, combien on doit compenser. Encore une fois, je pense que ces résultats seront connus dans pas très longtemps. Et sur cette base objective, le gouvernement de la République française s'engagera. Vous savez, il y a déjà une compensation, quasiment 8,5 millions d'euros de francs, 8,5 millions de francs, pardon, pour la compensation à la CPS. Et donc, une fois qu'on aura cette mission, on verra si cela suffit. Donc, vous êtes d'accord pour vous mettre autour de la table et faire une étude commune avec le pays pour se mettre d'accord sur ce chiffre-là? On est d'accord pour effectivement faire l'ensemble des critères objectifs qui nous mèneront à ce que ce dossier, qui ne sera jamais vraiment derrière nous, parce qu'il touche les Polynésiens, encore une fois, dans leur chair et dans leur cœur, puisse nous permettre désormais de voir l'avenir. Parce que je pense que ce qui compte pour les nouvelles générations aussi, c'est de ne pas oublier le passé, bien évidemment, de solder ce qui doit être soldé, d'accompagner les personnes et de regarder l'avenir. Parce que moi, ce que j'ai vu en Polynésie depuis 4 jours, c'est quoi? C'est des agriculteurs qui veulent du foncier pour pouvoir vivre de l'autonomie alimentaire du pays. Aujourd'hui, vous ne produisez que 35% de votre alimentation. C'est très très peu, c'est trop peu. C'est la lutte contre le réchauffement climatique qui effectivement fait des possibles rapatriés climatiques. C'est l'accès à l'école et à l'éducation, c'est l'accès à la santé incontestablement. Et puis aussi c'est la position de monopole. Moi, la vie chère en Polynésie française, ça ne peut pas être, me semble-t-il,
qu'une donnée fataliste. Et moi, je veux dire ici que j'entends le président Brotherson quand il nous invite à lutter contre les monopoles économiques. Et il y a trop de monopoles économiques en Outre-mer, en général, et en Polynésie française. Et donc, c'est pour ça que je vais lancer une mission dès mon retour à Paris avec Philippe Vigier, le ministre des Outre-mer qui m'accompagne et qui va piloter cela, une mission du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer pour faire le constat des monopoles. On va commencer par la Polynésie française et on va proposer au président Brotherson de travailler ensemble pour lutter contre ces monopoles, parce que quand il y a des monopoles, il y a des prix très élevés. Et quand il y a des prix très élevés, c'est les Polynésiens du quotidien qui n'arrivent pas à s'en sortir. Voilà. Et donc je pense que ça fait partie des questions importantes. Les essais nucléaires, c'est évidemment important, mais il y a plein d'autres questions importantes qui sont aujourd'hui les questions que se posent les Polynésiens qui doivent sans doute nous regarder. Juste avant les élections territoriales, lors d'une conférence, vous aviez mis en garde les Polynésiens contre la Chine. Hier, le président du Taveuni, Oscar Temaru, au contraire, l'a défendu. Aujourd'hui, que craignez-vous précisément de ce pays? Et moi, je n'ai pas à donner des bons points et des mauvais points à des voisins et des pays qui ont leur autonomie et leur action politique, mais nous n'avons pas le même régime. Nous sommes une démocratie. Nous avons des élections libres et disputées. Les femmes sont l'égale des hommes. Tout le monde peut écrire ce qu'il souhaite sur Internet. Personne ne les censure. Il n'y a pas de reconnaissance faciale dans la rue pour savoir quelle est votre identité. Et nous avons une certaine conception de ce qu'on appelle les droits de l'homme, de la liberté d'expression, de la liberté de culte. Voilà. Donc moi, je suis étonné quand on est porte-parole d'un autre pays que le sien, qui est vu quand même comme un pays qui n'est pas la plus grande démocratie au monde. Bon. Donc ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire que ceux qui demanderaient l'indépendance et quitteraient la France pour aller vers des puissances qui ne seraient pas des puissances qui mènent les droits de l'homme, la liberté d'expression. Allons, c'est assez caricatural. Non, nous avons en France des valeurs qui sont profondément ceux, je le sais, du peuple qui est celui de l'Océanie, très attaché à la liberté. Et la France, aujourd'hui, protège par ses valeurs la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la Polynésie française. Et je vais vous dire même plus, quand il y a un problème, la France est là. Quand il y a eu le Covid, madame, fallait-il être davantage français ou dépendre d'une autre puissance asiatique qui a pris des dispositions dont on peut penser que les dispositions françaises ont quand même mieux protégé la population, à la fois pour les libertés publiques et pour la santé? Bien sûr, la France a fait un travail formidable ici, en Polynésie, pour vacciner, pour accompagner, pour sauver, pour faire des évassanes partout sur le territoire polynésien. Quand il y a réchauffement climatique, faut-il un pays qui, comme nous, pousse des accords internationaux, évite que les récifs deviennent tout blancs, arrête de polluer tous azimuts, ou faut-il aller vers une industrie qui, malheureusement, se moque du reste du monde? Moi, je pense, et pour bien connaître désormais une partie du Pacifique, quand il y a une prédation économique, elle emporte tout, et c'est ensuite la propre liberté des peuples qui est touchée. Donc je crois que dans une situation dans laquelle nous sommes, il faut se méfier des grands voisins qui sont très impérialistes, qui ont un gros chéquier, mais qui n'ont pas les mêmes valeurs des droits de l'homme que nous. Alors c'est justement face à ces grands voisins que la Polynésie doit trouver sa place dans la région, justifier sa place dans la région. La Calédonie et la Polynésie ont basculé depuis peu dans le camp indépendantiste. Est-ce que la présence française dans le Pacifique n'est pas remise en question par ces choix exprimés dans ces deux territoires? Alors non. D'abord, en Nouvelle-Calédonie, par 3 fois, les Calédoniens ont voté et ils ont choisi de rester français. Ça se respecte. Et il n'y a pas plus démocratique que 3 référendums, qui ont été d'ailleurs demandés pour une partie d'entre eux par les indépendantistes, donc dont acte, il faut accepter le sort démocratique des urnes. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas la première fois qu'il y a un gouvernement indépendantiste en Polynésie française. D'ailleurs, il y a beaucoup de problèmes que nous vivons ici, qui sont la conséquence de plusieurs gouvernements, qu'ils soient autonomistes ou indépendantistes. M. Temaru, que vous évoquez, a été, me semble-t-il, en responsabilité politique. Il a d'ailleurs, à l'époque, me semble-t-il, pas demandé l'indépendance. Bon. Donc, en revanche, il y a une lutte contre les monopoles qui n'a pas été totalement réglée. Il y a un accès au transport qui n'a pas été réglé. Et puis moi, j'ai entendu encore une fois les maires des Tuamotu, des Marquises, qui nous disent attention, il y a trop de pouvoir à pas péter. Et d'ailleurs, moi, je voudrais souligner l'incroyable ouverture d'esprit et d'écoute du président Brotherson, pour qui je ne partage pas évidemment les mêmes orientations politiques, mais il a dit aux Marquises, il a dit aux Tuamotu, bah oui, il faut mieux décentraliser. Pendant longtemps, on a laissé trop centraliser les choses à papeter. Oui, il vaut mieux prendre des décisions près de chez vous et pas de les prendre à papeter. Il y a parfois une forme aussi de jacobinisme polynésien, on va l'appeler comme ça. Donc je crois que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas tellement savoir si les gens sont du Taveuni ou du Tapura, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les Polynésiens. Et si demain ou après-demain, les Polynésiens souhaiteraient, parce qu'ils c'est leur droit,
avoir plus de pouvoir, plus d'indépendance. Notre travail à nous, c'est de les aider à être plus autonomes économiquement, plus autonomes dans l'alimentation. Qu'est-ce que ça veut dire de demander une indépendance quand on a 35% seulement de sa production agricole, quand on n'a pas assez de recettes touristiques, fiscales, économiques, ou alors il faut dépendre d'un grand voisin prédateur, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour pouvoir être autonome et payer le service public que nous connaissons aujourd'hui en Polynésie. Tout à l'heure, c'était très touchant, dans un atoll de 459 habitants, il y a une école flambant neuve, qui est un abri en même temps anticyclonique. Moi, je veux dire, une école comme ça, je n'en ai pas dans ma propre commune, qui était la beauté de ce que sait faire la République française et le pays de la Polynésie pour l'ensemble des citoyens de ce beau pays, et notamment dans un endroit qui peut apparaître isolé. Ça, c'est le travail que nous faisons pour rendre les gens plus indépendants, plus autonomes. Quand je vois les gendarmes, cette magnifique cérémonie où les gendarmes polynésiens chantaient en polynésien pour la revue des troupes qu'un ministre de la République française faisait pour l'arrivée de leur nouveau colonel. Voilà, c'est ça ce qu'on aime en Polynésie. C'est à la fois une identité très forte, personne n'empêche les gens de parler ou de chanter en polynésien, et ils avaient le drapeau français sur leur uniforme. Je pense que c'est le travail qu'on doit faire tous ensemble. Et c'est grâce à la Polynésie et à la Calédonie que la France a des intérêts souverains dans le Pacifique. C'est tout à fait vrai. C'est grâce à la Polynésie et à la Calédonie que la France est restée la France, parce que ce sont les territoires qu'ont choisi le général de Gaulle en 1940 avant tout le monde, qui ont envoyé des soldats mourir pour une terre qui était très lointaine de chez eux, qui bien sûr, pour la Polynésie, c'est quasiment 50% de notre zone économique exclusive, c'est-à-dire notre mer, bien sûr. C'est grâce aux intérêts stratégiques que la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie donnent à la France, que la France est une grande puissance. Mais l'inverse est vrai. C'est parce qu'à la France, en Polynésie, en Nouvelle-Calédonie, que nous sommes libres, démocratiquement indépendants, que les gens peuvent dire ce qu'ils souhaitent, qu'ils vivent dans un pays où on les soigne gratuitement, où on les éduque gratuitement, où on permet à chacune et à chacun, j'espère, de vivre mieux, de dire que voilà, la cause des femmes est une grande cause. Donc il y a les deux. La Polynésie et la Nouvelle-Calédonie ont nourri la France, ont aidé la France à être plus belle, plus grande, plus autonome, plus indépendante. Et puis en même temps, la France a aidé la Calédonie et la Polynésie à être libres, me semble-t-il, dans une conception de la vie qui n'est pas celle des grands États qui nous entourent. Dans l'actualité de ces derniers jours, des incendies apocalyptiques ont ravagé l'île de Hawaï. Le dernier bilan dépasse les 110 morts et la ville de Lahaina a été détruite à 80%. Est-ce que l'État français va faire un geste de solidarité envers Hawaï, envers les États-Unis, son allié de l'Indo-Pacifique? Évidemment. Si le gouvernement américain, nous l'avons fait, c'est le président de la République qui l'a fait, soit une aide particulière, nous le ferons. Alors les États-Unis est une énorme puissance, elle a les moyens de le faire. Mais la France a toujours fait, quels que soient les États, quels que soient les pays, quelles que soient les relations, évidemment. C'est le cas au Canada, où des pompiers très courageux français sont allés aider avec des millions d'hectares brûlés, vous le savez bien. C'est le cas en Australie, c'est le cas évidemment dans tous les pays de la Méditerranée. Puis moi, je veux remercier les pompiers polynésiens, parce qu'ils sont venus l'année dernière. Je ne l'oublie pas, je les ai rencontrés en Gironde, dans les Landes, pour lutter en France, en métropole, contre ces feux. Donc il y a une solidarité qui est celle de la sécurité civile, comme on dit. D'ailleurs, il y a ici un travail à faire pour les pompiers, parce que les catastrophes peuvent toucher tout le monde. Vous savez qu'ici, c'est une compétence communale. Il peut y avoir des difficultés, c'est à la fois des avantages et des inconvénients. Et donc on a décidé avec le président Brotherson, en respectant toutes les communes, que la France paierait une étude de la sécurité civile pour voir comment on peut créer ce centre d'incendie et de secours contre les calamités en Polynésie pour lutter contre les grandes catastrophes qui pourraient arriver. Mais bien sûr, toute solidarité avec l'île d'Hawaï, bien sûr. Un rapport du Sénat a pointé du doigt une présence militaire plutôt éclatée dans la région du Pacifique, des capacités de transport et de surveillance limitées, et notamment en Polynésie. Si un conflit devait éclater dans la région, la France aurait-elle les capacités tactiques de protéger ces territoires? Alors désormais, c'est le cas. Puisque le ministre Lecornu a fait voter une loi de programmation militaire extrêmement importante, qui prévoit énormément d'argent pour pouvoir justement remettre des capacités, et notamment dans le Pacifique. Alors le président de la République les a annoncés lorsqu'il est venu à Nouméa, voilà 3 semaines, pour la Nouvelle-Calédonie, un renforcement des moyens matériels et des moyens humains, c'est-à-dire des militaires, en plus en Nouvelle-Calédonie, et il le fera, le ministre des Armées sans doute, lorsqu'il viendra en Polynésie. On décline ça également pour la Polynésie. Les militaires jouent un rôle extrêmement important, vous le savez, en protégeant la zone de pêche,
Moi, j'ai rencontré des pêcheurs polynésiens qui remerciaient l'armée française, parce que s'il n'y avait pas l'armée française, ce serait pour le coup des bateaux chinois, des bateaux chiliens, des bateaux d'ailleurs qui viendraient sans doute dans nos eaux pour pêcher le thon, par exemple. C'est grâce aux marins français que notre zone économique, notre zone de pêche n'est pas violée et que les Polynésiens peuvent pêcher et vivre du fruit de leur travail. Mais indépendamment de ça, vous avez parfaitement raison, le renforcement des moyens militaires de la France ici est très important pour protéger la Polynésie et pour avoir une capacité de projection, y compris en cas de calamité cyclonique, par exemple. À titre plus personnel et pour terminer, vous l'avez dit, il faut déjà penser à 2027. Est-ce que ça veut dire que concrètement, vous vous positionnez dès aujourd'hui comme candidat pour la présidentielle? Non, pas du tout. Ça veut dire qu'en tant que citoyen engagé, je m'inquiète pour mon pays. Tout le monde peut l'être, parce que les difficultés du monde sont énormes, parce que le populisme, en tout cas en métropole, grandit, parce que moi je suis un enfant du peuple, ma maman est femme de ménage, mon père tenait un bar, mon grand-père était un tirailleur algérien, je suis d'une famille très modeste, mais qu'aime la France et qu'aime la politique en sens où elle peut améliorer la vie des gens. Et je m'aperçois que c'est très difficile d'améliorer la vie des gens, même si je suis un élu local, on voit bien qu'il y a une partie des gens maintenant qui se séparent de la classe politique traditionnelle. Donc mon travail d'homme politique, au sens général du terme, c'est d'alerter le plus possible les médias, les penseurs, les intellectuels, la population, mes collègues ministres, l'opposition, dire attention, faisons pas n'importe quoi, sinon ce sera Madame Le Pen, c'est-à-dire un désastre, qui sera élue présidente de la République. Pour le reste, vous savez, j'ai 40 ans, je suis ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, c'est un poste absolument magnifique, c'est un travail considérable, mais c'est un grand honneur pour moi. Et je ne pense pas à autre chose que d'essayer d'être le meilleur possible à ma place. Et je servirai mon pays à la place qui sera la mienne plus tard. Et ce sera déjà une très belle carrière que j'aurais pu faire. Et ce sera grâce au président de la République. Ça veut dire que vous aimeriez, vous envisageriez de peser autrement dans la vie politique? Mais je suis un homme politique au sens où je ne suis pas un ministre technicien. Je ne m'inquiète pas simplement de mon domaine de prédilection. Ce qui m'intéresse, c'est la France et la population française dans son entièreté. Et moi, regardez, pendant 4 jours, j'ai parlé réchauffement climatique, transition énergétique, santé, éducation, sécurité bien évidemment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de parler de la vie des gens. Donc ce qui m'intéresse, c'est de parler de la vie des gens et du projet qu'on a ensemble pour mon pays, pour notre pays, pour 2027. Et encore une fois, si je fais de la politique, si je ne dors pas beaucoup et que j'essaie de travailler beaucoup, parce que je pense qu'il y a une inquiétude forte des Français qui sont prêts peut-être à aller tenter une aventure extrémiste, parce qu'ils en ont marre, parce qu'ils n'arrivent pas à faire bouillir la marmite, parce qu'ils n'ont pas assez de sécurité pour leurs enfants, parce qu'ils considèrent que les politiques ne les écoutent pas assez. Moi qui ne suis pas quelqu'un qui a fait de grandes écoles, qui ne suis pas né d'une grande famille, je comprends cette violence, cette colère, cette détresse, et je veux alerter, c'est pour ça qu'en ce sens je veux peser, pour dire qu'il faut faire plus pour le peuple, et peut-être un peu moins pour ceux qui sont protégés. Merci Monsieur le Ministre d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir. Merci Esther. Merci Lucie, merci Monsieur le Ministre. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle fin de soirée. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.